stéréotypes de genre, ce sont des croyances diffusées dans nos sociétés, dans nos cultures, qui sont partagées d'ailleurs à des degrés divers. Et ces croyances portent sur des caractéristiques qui seraient propres aux femmes versus aux hommes. Et ces caractéristiques renvoient généralement à des traits de personnalité, des compétences, voire des incompétences. Les stéréotypes sociaux, d'une manière générale, peuvent être considérés comme des biais cognitifs. Dans un biais cognitif, il y a biais. Biais, cela signifie erreur. Et en effet, les stéréotypes sociaux, quels qu'ils soient, vont nous conduire à commettre des erreurs dans notre façon de percevoir autrui et de juger autrui. Pourquoi ? Parce que le propre d'un stéréotype, c'est de simplifier l'environnement et de conduire à des surgénéralisations. C'est ainsi qu'en fait, le stéréotype nous conduit à nier les différences interindividuelles et à considérer à tort que tous les membres d'un même groupe sont nécessairement identiques et donc partagent nécessairement l'ensemble des caractéristiques qui sont véhiculées par ces stéréotypes. Or, le propre du vivant, c'est la diversité. Donc, nous allons nécessairement commettre des erreurs. Si l'on prend l'exemple des stéréotypes de genre, ok, peut-être que toutes les femmes n'ont pas la bosse des maths, mais beaucoup de femmes excellent dans ce domaine de compétences, malgré justement un stéréotype de genre qui les disqualifie en mathématiques. Et il en va de même d'ailleurs pour les hommes dans plein d'autres domaines, et notamment pour les garçons en lecture. La tâche de Stroop est un test de neuropsychologie qui permet d'identifier une capacité cognitive très importante, qui est notre capacité à inhiber un automatisme qui peut conduire à un moment donné à une réponse erronée. Donc la tâche de Stroop consiste à présenter des stimuli dans une couleur particulière. Donc les couleurs sont très basiques, rouge, bleu, jaune, vert, noir. Sauf que le stimulus qui apparaît à l'écran peut être un stimulus neutre, par exemple des croix en couleur, des croix jaunes, des croix rouges, et donc il faut dire la couleur le plus rapidement possible et sans se tromper. Mais parfois, le stimulus qui apparaît est un nom de couleur, vert par exemple. Quand le mot vert est écrit en vert, il y a congruence entre la couleur de l'encre et le mot de lecture, donc ça ne pose pas de problème. En revanche, pour rouge écrit en bleu, dans ce cas-là, il faut dire bleu et non pas lire le mot. Donc il y a incongruence entre le mot écrit et le nom de la couleur de l'encre. Et c'est justement sur ce stimulus-là que l'on peut voir la force d'un automatisme. Il est intéressant d'utiliser cette tâche sous forme de jeu pour faire comprendre aux gens ce qu'est un automatisme et pourquoi les stéréotypes sont des formes d'automatisme. Donc, contrôler un automatisme nécessite de faire appel à des ressources cognitives pour mettre du contrôle sur une réponse automatique pour l'empêcher finalement de nous influencer. Tout le monde à des stéréotypes, parce que nous avons besoin de simplifier notre environnement, déjà première chose, et les stéréotypes remplissent cette fonction-là. Les stéréotypes sont le résultat d'un processus de catégorisation sociale par lequel nous classons des individus dans des groupes, ce qui nous facilite bien la vie au quotidien, puisque à partir du moment où nous avons classé des individus dans un même groupe, ces individus vont nous paraître bien plus semblables entre eux d'ailleurs qu'ils ne le sont en réalité, et donc le stéréotype qui va coller des caractéristiques, des compétences sur l'ensemble des membres du groupe, ça nous permet d'aller vite dans notre jugement au quotidien. Quand on regarde notre société, notre environnement, les stéréotypes, ils sont partout. Ils sont dans les manuels scolaires, dans les dessins animés, dans les séries, dans les films, dans tous les médias, dans les publicités. Encore aujourd'hui, on les retrouve partout et on se rend bien compte à quel point il est important de mettre du contrôle pour les éviter. Et comprendre d'ailleurs que la parité ne suffit pas pour enlever les stéréotypes. Il y a beaucoup de communication, même visuelle, qui tombe dans le biais où on voit certes autant d'hommes et autant de femmes, mais avec des activités qui sont tellement genrées que même ces visuels-là peuvent finalement véhiculer les stéréotypes, les reproduire et donc les renforcer dans notre société. Pour moi, une des recommandations pour lutter dans nos institutions contre les violences sexuelles et sexistes, c'est de se doter d'un service de professionnels à part entière. Quand je parle de service de professionnels, cela ne signifie pas d'externaliser. Cela signifie créer un service en recrutant des professionnels à temps plein qui vont être dédiés à recueillir les témoignages et à traiter les situations et à garantir la confidentialité des témoignages reçus. Si l'on prend l'exemple d'Aix-Marseille Université, nous avons créé en mai 2022 le service pour le respect et l'égalité qui repose aujourd'hui sur 4 professionnels à temps plein, 2 juristes, une psychologue et une gestionnaire. Il y a un guichet unique pour tout type de violence, de harcèlement et de discrimination. C'est le service pour le respect et l'égalité. Un tel service va nous permettre aussi de faire de la prévention, de la dissuasion, par le fait qu'il existe, par le fait qu'il traite les situations et qu'il y aura également des sanctions.
Depuis mai 2022, nous en sommes aujourd'hui à plus de 320 signalements. Cela ne signifie pas évidemment que notre université est plus problématique que d'autres, mais c'est le reflet de notre société. Donc nous y rencontrons les mêmes problématiques que dans notre société. Il me semble important aujourd'hui que les chercheurs et chercheuses en situation d'encadrer des doctorants et des doctorantes suivent une formation. Les formations permettent justement de repérer ce qu'est le sexisme ordinaire, ce qu'est le harcèlement moral, ce qu'est une pression trop importante sur l'autre pour éviter justement dans notre propre comportement au quotidien eh bien de les exprimer. Le fait que ces directions soient formées au VSS est important pour ensuite inciter les membres des laboratoires et les membres des composantes qui sont au contact avec les étudiants et les étudiantes, mais aussi au contact avec les autres personnels, pour justement permettre cette régulation dont nous avons besoin, puisque c'est de la responsabilité de tout le monde pour faire cesser de tels comportements qui sont inappropriés et qui existent pourtant encore aujourd'hui parce que banalisés. Pourquoi il est important que les universités se dotent de vice-présidence à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, mais aussi de services pour lutter contre les violences, les harcèlements et les discriminations, parce que les inégalités et les discriminations sont toujours là. Évidemment, il y a eu des progrès, des avancées de fait, mais l'égalité femmes-hommes n'est pas du tout établie. La sous-représentation des femmes, que ce soit dans les disciplines scientifiques et technologiques, est toujours là, dans tous les pays d'ailleurs. Et le plafond de verre, c'est-à-dire là, indépendamment des disciplines scientifiques, les femmes sont sous-représentées aux positions de pouvoir. C'est un fait incontestable. Il me semble fondamental aujourd'hui que les universités ou les institutions de recherche se dotent d'un service professionnalisé, comme je l'ai expliqué. C'est une question de volonté politique. Cette question de volonté politique, elle est importante parce que pour créer un tel service, évidemment, il faut des moyens humains et financiers. Les problèmes sont toujours là, les résistances sont fortes, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que les universités, les institutions de recherche, les organismes financeurs de la recherche se sont emparés du genre, des inégalités femmes-hommes, pour impulser justement de nouveaux changements en profondeur. Aix-Marseille Université, nous collaborons actuellement avec le Liban, la Tunisie, l'Algérie, l'Italie et l'Espagne sur un gros projet financé par l'Europe pour transformer en profondeur les gouvernances de nos universités et faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes aux positions clés qui prennent les décisions importantes dans nos universités.